Bonjour, je m'appelle Maria-Delma Ramador, je suis neurologue au centre SLA de Paris et je m'occupe aussi de la consultation présymptomatique dans le service de neurogénétique à la Petite-Salpêtrière. Je suis à NCALS 2024 et je vais vous parler de la session présymptomatique qui a eu lieu au cours du congrès et ce qui a été discuté dans les grandes lignes. Au cours de cette session, il y a eu 5 intervenants de 5 équipes européennes qui ont présenté des données sur des sujets présymptomatiques ou aussi de patients porteurs de mutations C9orf72 et SOD1. En ce qui concerne les sujets présymptomatiques, le premier constat qui s'impose, et ça a été montré par différents intervenants au cours des différentes présentations, c'est que ces sujets présymptomatiques porteurs de mutations dans le gène, en particulier C9orf72, présentent des modifications cérébrales quand on les compare à des sujets contrôles dès 20 à 40 ans avant le début des symptômes. Ça a été présenté sur des données structurelles, de volumétrie sur le cortex, le thalamus, également des données de connectivité sur la substance blanche, et c'est maintenant quelque chose qui est établi. La deuxième série de données concernant les sujets présymptomatiques a concerné ces fonctions cognitives et comportementales. Caroline McHutchinson de Édimbourg a présenté d'une façon intéressante les données en parallèle de 3 cohortes évaluées de façon différente dans des centres différents et a mis en évidence le fait que ces sujets présymptomatiques présentaient des différences en termes de capacité cognitive ou de dysfonction cognitive et de comportement comparés aux sujets contrôle. Ce qui est aussi intéressant de cette étude, c'est qu'un tiers de ces sujets présymptomatiques étaient classifiés comme normaux ou comme présentant une différence par rapport à la population contrôle de façon différente en fonction des cohortes. Elle explique cela par le choix des tests utilisés et dans des domaines qui ont été explorés et auxquels les équipes se sont intéressées, par exemple s'ils sont intégrés ou pas des données de mémoire ou de capacité visio-spatiale qui n'a pas été regardée par toutes les équipes. Cette différence dans la classification des sujets présymptomatiques en ce qui concerne leurs fonctions cognitives et comportementales est intéressante à relever. Elle nous montre qu'en fonction de à quoi on va s'intéresser, on va pouvoir classer en fait différemment des sujets et que à ce jour, on n'a pas encore suffisamment de connaissances pour savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent à regarder, à retenir comme différence, qu'est-ce qui va le plus être informatif pour nous renseigner sur une éventuelle phénoconversion vers la maladie. Les résultats de ces études d'imagerie et neuropsychologique soutiennent l'hypothèse que l'expansion dans le gène C9orf72 serait responsable d'un trouble neurodéveloppemental. Sur ce trouble pourrait ou pas plus tard se développer une maladie neurodégénérative et tout l'enjeu va être de pouvoir faire la part des choses entre ce qui va être de l'origine d'une variante de la normale par une différence neurodéveloppementale et ce qui va relever de la pathologie et de la pathologie neurodégénérative, c'est-à-dire le moment où ils vont phénoconvertir. Le deuxième constat est donc l'importance et la difficulté de pouvoir statuer sur le début de la maladie chez un sujet présymptomatique. Plusieurs des intervenants ont cité les travaux récents de Michael Benatar et son Miami Framework qui propose une classification qui va diviser 3 stades. Ces 3 stades de la trajectoire des présymptomatiques vont être donc un stade vraiment purement asymptomatique où la maladie est cliniquement silencieuse. Les sujets peuvent transitionner vers une phase prodromale où il peut y avoir des symptômes minimes. Et ce qui est intéressant dans cette proposition de la Miami Framework, c'est la catégorisation dans 3 axes de ces premiers symptômes de la maladie. D'un côté, les aspects moteurs, de l'autre côté, les aspects cognitifs et comportementaux, et d'un autre côté, les possibles symptômes de la lignée parkinsonienne. Ces sujets prodromaux vont évoluer vers une phénoconversion, vers la maladie vraiment définitivement établie.
Il a été souligné à plusieurs reprises qu'il est donc difficile d'une part d'identifier la phase prodromale, mais également d'identifier le début de la maladie. Si on considère que ces sujets C9 ont des anomalies neurodéveloppementales, on peut estimer que dans l'évolution naturelle du cours de leur vie avec le vieillissement physiologique, on pourrait avoir une petite accentuation de ces difficultés sans que ce soit vraiment l'entrée dans la maladie neurodégénérative. Et donc, ils ont été plusieurs à souligner l'importance de avoir des données longitudinales sur le très long terme, d'autant plus qu'en occasion, cette maladie peut évoluer très lentement et que donc les marqueurs vont donc bouger de façon lente et on va avoir besoin de beaucoup de recul pour identifier les modifications qui sont vraiment pertinentes pour pouvoir affirmer qu'il s'agit le début de la maladie neurodégénérative. À cette difficulté se rajoute une autre difficulté qui est celle de la présence d'un endophénotype particulier au sein des familles de sujets porteurs de mutations C9orf72, y compris chez des sujets qui ne portent pas cette anomalie génétique et qui vont présenter des particularités cognitives, comportementales et également neuropsychiatriques. Finalement, ont été discutées les différentes modalités pour le suivi qui pourrait être proposé à ces sujets présymptomatiques. Pour l'heure, on dispose uniquement du dosage des neurofilaments qui présentent de grandes limites et donc des études sont nécessaires, probablement multimodales, mais surtout sur le très long terme pour pouvoir statuer sur ce qui est pertinent et ce qui aura une relevance clinique pour être proposé de façon systématique en routine à ces personnes porteuses d'anomalies génétiques.